You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Merci de nous accueillir dans votre belle entreprise. Merci à Laurent de jouer le jeu dans cet engagement qui est CAP 2025. Donc moi je suis Karim de la centrale Weldom. Je suis rattaché à l'équipe développement en charge du recrutement des adhérents. Et d'ailleurs, François Dumas, qui est futur adhérent Weldom, a bien voulu être présent à cette conférence. Donc moi, je vais juste simplement redonner un peu de sens, un peu de cadre à cette démarche, pour que ce soit bien clair dans l'esprit de toutes et tous. Mais j'en doute pas, parce que vous avez pas mal participé, et je sais que ça communique bien sur cette démarche CAP 2025 au sein de votre entreprise. Donc cette démarche, elle a été lancée il y a quelques mois maintenant, donc c'est vraiment une démarche collaborative qui a démarré par une première étape, une première phase qui a été d'aller à la rencontre de tous les Weldomiens. Donc 100% des magasins Weldom ont été rencontrés. Ce qui nous intéressait dans cette première phase, c'était de recueillir l'histoire de chacun et son parcours, son expérience, pourquoi il est chez Weldom, pourquoi il se plaît chez Weldom, pourquoi... Voilà. Et toutes ces histoires ont été retranscrites et elles sont relayées sur une plateforme auquel vous avez tous accès qui est sous donc www Génération Weldom. Donc on peut recueillir, vous pouvez consulter vos histoires et les histoires de tous les Weldomiens qui ont participé à cette première phase. Donc c'est une première phase qui nous permettait d'expliquer la démarche en one-to-one également et d'expliquer tout le process d'accompagnement dans cette démarche collaborative. La deuxième phase dans laquelle on est encore, c'est une phase d'exploration, d'ouverture. Donc on a mis à disposition, alors par le biais de la plateforme, des possibilités de s'ouvrir à d'autres modèles économiques, à une vision de l'avenir, donc à travers des capsules vidéo. Mais on a aussi organisé de l'exploration, donc je pense que quelques-uns dans cette salle ont participé à une visite, c'est la Bastide, hein, je crois, voilà, qui est la permaculture entre autres. Donc, et c'est pareil, toutes ces explorations qui ont été organisées sur le territoire national sont également relayées via la plateforme Génération Weldom. Donc vous pouvez aller ouverte, hein, vous pouvez y aller, consulter. Il y a encore des ouvertures possibles, il y a des explorations possibles. Il y a eu des visites habitat, il y a eu des visites de nouveaux concepts, de nouveaux modèles économiques. Le but de cette phase, c'est vraiment de s'ouvrir, de regarder dans quel monde on vit. À travers les élections, on a été un peu sollicité et effectivement, on voit bien qu'on est dans un monde en mouvement, en changement, et Weldom a décidé de construire collectivement cet avenir à horizon 2025. Donc c'est pas une démarche qui va se terminer et qui va s'arrêter, c'est vraiment une démarche qui continue tout au fil de notre vie professionnelle et personnelle. Donc à travers cette deuxième phase d'exploration, il y a également des conférences qui ont été organisées. Une grande partie ont été organisées sur Breuil, également relayées sur la plateforme Génération Weldom. Il y en a une à Vallon chez nos amis Shiver. Il y en a une aujourd'hui, donc on va effectivement, on a la chance d'avoir Frédéric Bosquet qui va pouvoir exprimer lors de cette conférence qui il est et exprimer son parcours. Donc ces trois thèmes abordés principalement dans la démarche CAP 2025, c'est travailler en 2025, vivre en 2025 et commercer en 2025. Donc c'est vraiment les trois thèmes sur lesquels on a choisi de travailler de manière collaborative pour construire notre avenir. Donc Frédéric, je vous disais, Frédéric a un parcours au départ d'entrepreneur dit classique. Il a décidé, choisi de sa vie et de devenir un entrepreneur humaniste. Et sans tarder, je vais lui laisser le soin de nous expliquer pourquoi il a choisi et comment il a choisi de mettre en œuvre ses engagements, son ambition. Merci Frédéric, merci de l'accueillir avec chaleur, tout simplement. Eh bien, merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très heureux d'être là. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette conférence. Mon parcours, c'est vraiment un témoignage. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 26 ans. J'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. On me mettait une petite plaque de four au-dessus pour faire cuire des steaks. Donc le travail, je connais ça depuis très très longtemps. Et vraiment, ce que je vais vous délivrer là, c'est pas du tout une vision théorique, même si je vais l'appuyer sur un certain nombre quand même
d'aspect théorique, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, mais c'est vraiment d'abord un témoignage d'un parcours, d'une transformation, d'une métamorphose qui m'a amené progressivement à revendiquer cette idée que je suis aujourd'hui un entrepreneur humaniste, et en tout cas que je veux chaque jour élever mes comportements au niveau de mes valeurs. Valeurs prises dans tout cette conférence dans le sens originel de ce mot, qui veut dire force de vie, puisque valeur, ça vient de valor, qui veut dire force de vie. Et donc quand vous analysez votre valeur ajoutée, vous analysez les forces de vie que vous développez. Et je pense que ça pose l'idée de ce que peut être un entrepreneur humaniste. Alors, donc ça doit être là, voilà. Alors je vais vous le raconter sous la forme d'une histoire avec des symboles, parce que moi j'aime bien les symboles. Et donc dans cette première partie, j'ai résumé en 5 jours les grandes étapes en fait de ma prise de conscience en fait. Et je crois que la première prise de conscience, ça a été le jour où j'ai arrêté d'écouter les vieux arbres tomber et je me suis mis à écouter la forêt qui pousse. Ça a transformé ma vie. Je faisais comme un peu tous ces entrepreneurs, j'ouvrais la presse le matin, j'allumais la radio, France Inter ou autre. Je regardais la télé, j'ai les mêmes informations partout, ça allait mal, partout, toujours. On raconte les trains qui n'arrivent pas à l'heure, on raconte ce qui se passe vraiment le plus terrible à chaque fois. Et puis un jour, j'ai arrêté la radio, j'ai arrêté la télé, j'ai arrêté les journaux. Grâce à Internet, je me suis moi-même décidé à aller vers l'information. Et là, je me suis rendu compte que finalement, il y avait beaucoup de choses qui poussaient sans que jamais personne n'en parle. Ça a été vraiment la première prise de conscience. La deuxième, c'est que j'ai arrêté de me fasciner par ce qui était grand, en comprenant que ce qui est grand aujourd'hui a été tout petit hier. Quand vous marchez sur un gland, vous imaginez pas marcher sur un chêne. Et pourtant, le gland, même enterré sous la terre, reste un chêne. Et là aussi, ça m'a libéré de toutes ces peurs, de ces grandes institutions, de ces grandes entreprises, de ces grands, événements qui sont là face à nous, qui nous paraissent énormes. Et en fait, si on regarde bien, toutes ces grandes institutions, toutes ces grandes entreprises ont été créées il y a très longtemps et elles étaient toutes petites. Et pourquoi elles sont devenues très grandes? Parce qu'elles ont répondu à l'époque à un besoin et que nos aînés ont investi dans ces entreprises et ces organisations. C'est comme ça qu'à un moment donné, elles sont devenues importantes. Et donc, ce qui est petit aujourd'hui, c'est peut-être les institutions qui seront là demain. Parce que ces grandes institutions, ces grandes organisations ont transformé le terrain sur lequel ils ont poussé. Et ce terrain s'est tellement transformé qu'aujourd'hui, elles ne sont plus, pour certaines, capables de continuer à apporter les valeurs qu'elles apportaient au départ. Et peut-être, en ce moment, quelque part, il y a des entreprises qui sont en train, des organisations qui sont en train de créer la valeur nécessaire à notre temps nouveau. Et donc, je me suis vraiment libéré, j'ai commencé à baisser la tête, en fait. Et là, j'ai commencé à voir plein de choses dans ma vie. Le troisième jour, ce que j'ai vraiment compris, c'est que j'ai commencé à expérimenter vraiment de façon forte et sincère la notion de pouvoir de faire, à opposer au désir de puissance ou à la volonté de puissance. Le pouvoir de faire, en fait, j'ai été coach en gestion des émotions et j'ai accompagné des entreprises dans leur changement. Et souvent, les entrepreneurs, les dirigeants, ils sont toujours sur la zone de préoccupation. Et finalement, cette zone de préoccupation, elle est bien plus large que la zone d'influence. La zone d'influence, elle est toute petite par rapport à la zone de préoccupation. Et du coup, on n'a pas beaucoup d'énergie, en fait. Et donc, si on commence à mettre toute notre énergie sur notre zone de préoccupation, on quitte la zone d'influence et finalement, on se retrouve tous les soirs fatigués et tous les matins fatigués. Alors que si on commence à ramener notre énergie sur notre zone d'influence et qu'on laisse un peu de côté toute notre zone de préoccupation, alors à ce moment-là, on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'énergie. Et quand on se lève le matin, on a la patate. Et quand on se couche le soir, on a aussi la patate parce qu'on pense déjà à tout ce qu'on va pouvoir faire demain. Donc, cet aspect de volonté de puissance, de vouloir aller s'occuper de toutes les choses finalement qui ne vont pas, je l'ai abandonné au profit de la volonté de faire, de commencer par des choses concrètes, là où je suis, des choses petites. Mais tous les jours et en continu. Le quatrième jour, ça a été une prise de conscience extrêmement difficile parce qu'à force de lire, de fréquenter des personnes qui avaient commencé à réfléchir et à chercher, je me suis clairement rendu compte que nous allions à grands pas vers une énorme crise. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup de cette crise, on parle d'une crise conjoncturelle alors qu'en fait, c'est une crise structurelle. Tout ce que nous avons connu hier est en train de se décomposer pour se recomposer. Et je me suis dit 2 choses. La première, ça ne va pas être une question de ressources. Parce que les ressources, elles y sont. On n'a jamais eu autant de ressources aujourd'hui que dans toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, il y a encore plus de chercheurs qui cherchent, qui trouvent, que dans toute l'histoire de l'humanité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une phase extraordinaire. Extraordinaire.
Et donc, le problème, ça va pas être une question de ressources, ça va être une question de posture. Comment on va se positionner, en fait? Comment on va se positionner face à cette crise? Quelle va être la posture, en fait, qu'on va adopter? Est-ce qu'on va regarder un monde s'écrouler et tenter de le retenir et se décomposer? Ou alors est-ce qu'on va regarder cette décomposition comme une recomposition? Et la métaphore que j'aime bien utiliser, qu'a utilisé Edgar Morin, que j'aime beaucoup, c'est la métaphore de la chrysalide. Hein, vous savez, les chenilles, elles mangent. Et puis à un moment donné, elles se mettent dans un cocon. Et là, il se passe une métamorphose à l'intérieur qui va les conduire à devenir un papillon. Rien à voir avec une chenille, me direz-vous. D'ailleurs, si une petite chenille grattait le cocon en cours de décomposition, qu'est-ce qu'elle se dirait si elle ne savait pas qu'elle était en train de devenir un papillon? Elle verrait la fin du monde, elle verrait la fin de son monde, elle verrait sa propre fin. Mais la même chenille qui aurait connaissance de ce qu'est une chenille, c'est-à-dire un papillon en devenir, comment elle regarderait cette décomposition? Elle regarderait ça comme une recomposition, comme une phase nécessaire à se recomposer. Et ça change tout. Parce d'une situation de stress, d'angoisse et d'inquiétude, où on retient tout pour ne pas lâcher, eh bien on passe à une personne... Excusez-moi, j'ai un petit problème avec ce petit... Voilà. On passe à une phase d'ouverture, où là, effectivement, on va chercher à accompagner ce changement, et non plus à résister à la façon dont on va changer. Et ça m'a vraiment transformé. Ça m'a vraiment amené une compréhension importante du monde. Et donc, j'ai pris 5 décisions. La première, je me suis dit, je vais suivre ce qui naît, et pas ce qui est en train de mourir. La deuxième, ça a été, je vais m'améliorer pas à pas. Je vais arrêter les grands plans, les grands trucs, les grands machins. Je vais chaque jour faire une petite modification dans ma vie, une petite modification dans mon entreprise. Je vais y aller pas à pas. Et à partir de là, je vais me redévelopper. Troisièmement, je me suis dit, je vais redonner un sens au mot valeur. Je vais arrêter de considérer que la valeur monétaire. Je vais redonner son vrai sens au mot valeur. Valeur, ça veut dire valeur, ça veut dire force de vie. Qu'est-ce que dans mon entreprise produit des forces de vie supplémentaires? Ou alors, est-ce que sous prétexte que je me concentre exclusivement sur la valeur économique, je vais détruire toutes les autres forces de vie? Et là, ça m'a vraiment touché, vous le verrez tout à l'heure, parce que j'ai vraiment pris conscience qu'un entrepreneur, ça pouvait aussi détruire, sans se rendre compte, si on est focalisé exclusivement sur la valeur économique. Ensuite, j'ai décidé d'habiter le présent. J'ai vraiment décidé de construire l'entreprise là où j'étais. J'ai décidé de la développer en relation avec son milieu média. J'ai décidé de la faire vivre avec toutes les parties prenantes qui accompagnent l'entreprise. Et enfin, le dernier point, j'ai accepté d'être et de devenir. C'est-à-dire de prendre conscience que j'étais toujours en situation de recomposition et donc de décomposition. Et qu'un problème, ce n'était qu'une solution que je regardais du mauvais côté. Parce que justement, c'était le début d'une recomposition. Et donc, j'ai changé la nature de la façon dont je regardais les problèmes qui m'arrivaient. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans une entreprise, on a des problèmes tous les jours. Donc, on a tous les jours des opportunités de s'améliorer et de se changer. Et ça m'a donné une sorte de paire de lunettes avec 5 focus. Et ça m'a permis de commencer à regarder à l'intérieur de cette chenille en décomposition, à l'intérieur de cette chrysalide, pour voir qu'est-ce qui se passait. Et je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. La première, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, créateur de richesse, j'étais en train d'appauvrir le corps social. Et ça, c'est des études qui ont été menées, en particulier aux États-Unis. On a corrélé en fait l'évolution du PIB avec ce qu'on appelle l'indicateur de santé sociale. En fait, l'indicateur de santé sociale, c'est un ensemble d'indicateurs, il y en a 16 répartis dans 9 catégories, qui essaie d'ausculter finalement la bonne santé d'un corps social. Ça va jusqu'à la mortalité infantile, en passant par le panier protéiné, l'accès à l'éducation, le taux de suicide, les grèves, bref, tout ce qui va constituer la santé d'un corps social. Et bien jusque dans les années 80, il y avait une hausse corrélée entre augmentation du PIB et index de santé sociale. Et à partir des années 80, il y a eu un décrochage. Jusqu'au moment où on a arrêté finalement cet indicateur, on n'est jamais revenu au niveau de 1980. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, créer des richesses dans notre modèle économique, c'est appauvrir le tissu social. Et là, j'ai été assez surpris parce que moi, dans mon entreprise, j'avais l'impression que je crée des valeurs. Et non, aussi, on appauvrit le tissu social, et on verra pourquoi tout à l'heure. La deuxième acceptation, c'est que moi, en tant qu'entrepreneur, j'étais en train de détruire le patrimoine des générations futures. C'est-à-dire que la façon dont je produisais cette valeur avait ce qu'on appelle en économie des externalités négatives qui étaient prises en charge par la collectivité, mais pas par le prix de mes produits, et que ça se retrouvait finalement en quelque sorte dans la dégradation progressive de notre patrimoine naturel. Et des chercheurs ont mis en relation
cette destruction de valeur et l'index de développement humain. C'est-à-dire que si vous regardez... Non. Alors, si vous regardez en fait, l'axe vertical, en fait, vous avez en fait le niveau, ce qu'on appelle le niveau maximal de développement humain, c'est-à-dire où une population prend sa liberté, c'est-à-dire son avenir en main. Et sur l'axe horizontal, en fait, vous avez l'empreinte écologique laissée par la production de cette communauté. Et en fait, c'est quoi l'empreinte écologique? C'est tout bête, en fait, c'est qu'on a ramené à une surface en hectare tout ce qui était nécessaire pour produire et recycler ce qu'on avait produit, en fait. Et donc, forcément, on ne peut pas atteindre plus d'une planète. Hein, quand on met en relation tout ce qu'on a produit avec ce qu'on recycle, on met ça sous forme d'un espace, on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne devrait pas pouvoir dépasser une planète. Le modèle américain, c'est les 2 petits points rouges à gauche, là, c'est 5 planètes. Ça veut dire qu'à partir du mois de mars, on consomme les ressources de l'année suivante. Parce qu'on n'est pas capable de recycler. Je vous ai mis à droite des petits bouquins qui vous permettront, je vous laisserai bien sûr le PDF pour aller plus loin, hein, puisqu'il y a des études qui ont été faites là-dessus très intéressantes. Le modèle européen, c'est 4 planètes. Et puis quand on descend sous la barre des 0,8 d'index de développement humain, c'est-à-dire que finalement là, la population n'est plus capable de prendre en main son avenir, et bien là, on retrouve tous les pays en voie de développement. Et donc, on voit leur évolution, en fait, c'est qu'en fait, on part d'en bas, on monte et hop, on va vers le côté gauche, et on ne sait pas se développer de façon durable. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les pays développés reviennent vers le carré vert, c'est-à-dire transforment leur logique de croissance en logique servicielle, on le verra tout à l'heure, pour apporter de la qualité de service dans leurs produits. Et il faudrait que les pays en voie de développement, au lieu de suivre notre croissance à nous, et devenir finalement nos sous-traitants, montent verticalement directement vers ce carré vert. Et là, effectivement, il y aurait vraiment un développement durable. Moi, entrepreneur, je me suis rendu compte que j'étais privé des liquidités pour investir. Parce que quand on connaît ce qu'il faut faire pour développer le tissu social autour de nous, quand on connaît ce qu'il faut faire pour investir dans des modes de production respectueux des humains et de la nature, on sait qu'on a besoin d'investir. On a besoin d'investir. Or, aujourd'hui, on sait que 98% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers. 98%. Si vous prenez une journée de 24 heures, hein, en fait, la production réelle de biens et de services qui vont arriver quelque part à un client réel, c'est la première heure et demie de la journée. Là-dedans, on a produit, financé et échangé en devises tout ce qui était nécessaire à la production réelle de biens et de services. De 1h30 du matin jusqu'à 24 heures, ce ne sont que des transactions financières. C'est-à-dire de la revente d'obligations d'occasion, de la spéculation sur les matières premières via des marchés dérivés, qui prélève finalement cette liquidité sur l'économie et qui la concentre sur les marchés financiers, ce qui donne des bulles énormes qui, bien entendu, à un moment donné, éclatent et forment les grandes crises que nous avons vues, dont celle de 2008, a coûté, je vous le rappelle, 270 milliards aux États-Unis. Donc pas de liquidité pour investir, alors que cette liquidité est surabondante sur les marchés financiers. Et nous, derrière, eh bien, on est écrasé par un taux d'endettement qui fait que de plus en plus d'acteurs économiques défaillent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant, dans un mode classique de l'économie telle qu'on l'a connue, on vend des produits et des services, on fait une marge, et cette marge se transforme en capacité d'autofinancement, et cet autofinancement permet le développement de l'entreprise avec un complément qu'on va chercher en emprunt, ou en obligation ou en action si on est une entreprise cotée. Le problème aujourd'hui, c'est la quasi-totalité en fait, de l'investissement se passe par le crédit. Or, le crédit, c'est de la monnaie fabriquée par notre système bancaire, c'est pas de l'épargne en fait. Aujourd'hui, quand vous allez faire du crédit dans votre banque, en fait, il ne vous donne pas l'épargne qu'il a collectée. Il crée de la monnaie, et cette monnaie ensuite est détruite progressivement au fur et à mesure qu'on va rembourser, et à la fin, vous êtes de nouveau obligé d'aller chercher de la monnaie. C'est pour ça qu'en quelques années, en fait, on est passé en France, des années 80 aux années 2000, d'un service de la dette de 200 milliards pour l'État français à 2000 milliards aujourd'hui. Même plus aujourd'hui, on a passé les 2000 milliards, on doit être à 2400. Et ça en 30 ans. Alors, souvent on nous dit, parce que c'est intéressant de voir comment se comportent les acteurs économiques, souvent on nous dit, mais comment c'est possible? Et là, hop, arrive l'État avec ses grandes dépenses, etc. Alors moi, je suis allé chercher voir, et je regardais, tiens, sur les 30 dernières années, quelle était l'augmentation des dépenses de l'État par rapport, en fait, au PIB. Et en fait, finalement, quand on regarde, non, les dépenses de l'État sont à peu près les mêmes, à 2% près. Il y a même une légère baisse sur les 30 dernières années. Donc, ce n'est pas l'augmentation de la consommation des dépenses de l'État qui a créé
c'est le niveau d'endettement. Par contre, si on regarde, et ça c'est valable pour les ménages comme pour les entreprises, si on regarde la part des revenus de l'État, lui, il a baissé de 25%. Et c'est pareil chez les ménages, en fait. Quand on regarde la création de valeur, il y a 30% d'écart entre la création de valeur qu'on a créée pendant les 30 ans et sa répartition, en fait, entre les produits du capital et les produits du travail. Donc, il y a une régulation à faire. Je vous invite, à lire l'imposture économique d'un économiste qui est le seul, d'ailleurs, à avoir prévu ce qui s'est passé en 2008. Donc, il va falloir qu'on s'occupe aussi de la façon, aujourd'hui, dont la dette se crée, pour ne pas écraser tous les acteurs économiques. Et en même temps, dans toutes ces acceptations, je me suis rendu compte que la place qu'occupaient les PME dans la confiance des citoyens pour résoudre leurs problèmes au quotidien était énorme. 85% des personnes, en fait, répondant à ce sondage qui se fait depuis une vingtaine d'années, disent qu'ils font confiance en priorité aux PME pour résoudre leurs problèmes du quotidien. Autrement dit, les entrepreneurs ont une place énorme. Tout à fait en bas, là, en rouge, c'est les partis politiques, avec 9%. Donc on voit que les entrepreneurs ont un rôle à jouer, mais très important dans ce qui arrive, extrêmement important. Pour ça, faut-il en retrouver confiance en nous-mêmes et dans les valeurs que l'on porte. Valeurs dans le sens de force de vie. Alors j'ai décidé de devenir, entre guillemets, progressivement, à petits pas, un entrepreneur humaniste. Comment ? En remettant la production au service de l'humain, en remettant l'économie au service de la vie, l'économie étant tout ce qui va tourner autour de la production pour la faire fonctionner, la gestion de la rareté, autrement dit. Remettre la finance au service de l'économie, il faut que la finance, elle serve à produire des biens et des services qui satisfont des besoins. C'est plus possible. On ne peut plus continuer à financer des choses qui... Ça m'embête, hein, ça, excusez-moi. Voilà. Non, c'est juste qu'il se détend. Voilà, c'est bon. Et ensuite, j'ai décidé de garantir, de faire en sorte que la monnaie soit contre-garantie par des productions réelles. Là aussi, aujourd'hui, l'émission de monnaie ne correspond plus à la création de valeurs nouvelles, mais à l'anticipation de valeurs futures. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on crée de la monnaie, en fait, on crée du vent. Et on crée exclusivement de la monnaie dans les institutions financières qui elles-mêmes spéculent sur les marchés financiers. Donc la monnaie dont on a besoin pour se développer, pour aborder tous ces grands enjeux, c'est-à-dire, on l'a dit, la production durable, la formation. Vous savez que la plupart des métiers dans les 15 prochaines années, on ne les connaît même pas encore. Donc il va falloir investir énormément dans la formation, dans l'accompagnement à la transition. Et pour ça, on a besoin de monnaie. Mais si cette monnaie elle est confisquée à créer de la valeur spéculative au lieu d'être mise en place pour aider les entreprises à se développer, à muter, on va avoir de gros soucis. Donc j'ai vraiment voulu travailler aussi à remettre la monnaie au service de cette valeur réelle. Et enfin, reprendre conscience dans mes valeurs d'entrepreneur. C'est-à-dire, moi, quand j'ai décidé d'être entrepreneur, ma première entreprise, je l'ai créée à 26 ans, j'étais vraiment pour dépasser la rareté. Moi, je me sentais comme une sorte de chevalier de l'abondance. Hein, vous voyez, mon objectif, c'était pas d'appauvrir mon territoire, de faire crever des forces de vie tout autour de moi et de permettre à des personnes de bosser comme des fous dans des conditions absolument inadmissibles. J'ai rejoint très rapidement le Centre des jeunes dirigeants. Peut-être vous connaissez le Centre des jeunes dirigeants, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est une organisation patronale qui a décidé de remettre l'économie au service de l'homme dans les années 50 et qui a développé ce qu'on appelle le concept de performance globale. Et donc, je me suis rendu compte que oui, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui n'avaient pas envie ni de rendre esclaves leurs salariés, ni de détruire la planète. Et qu'on était nombreux à se dire, mais comment on peut faire pour que nos entreprises, elles recréent de la valeur, et pas seulement de la valeur économique, de la valeur sociale et environnementale. Et on s'est dit, être entrepreneur au XXIe siècle, c'est un métier. C'est le métier d'entre les métiers. C'est un métier qu'on doit apprendre parce qu'il se complexifie avec le temps. Et la valeur économique, elle est dépendante de la valeur sociale, qui elle-même est dépendante de la valeur écologique. Et si on n'intègre pas ça à l'intérieur de nos milans, on est mort. Et donc, j'ai appris à le faire progressivement pendant les 20 ans qui ont suivi. Et j'ai cherché les nouvelles clés de la civilisation des papillons. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis enchaîné par plein de croyances, je ne sais pas trop comment je vais faire pour m'en sortir, mais moi, j'ai envie de devenir un entrepreneur comme ça. Et je ne vais pas me laisser enchaîner par des choses qui semblent définitives. Je veux trouver les clés pour me libérer, moi et mon entreprise, pour de nouveau me mettre à créer des valeurs que je reconnaissais comme des valeurs de force de vie. Et donc, j'ai trouvé 5 grandes clés que j'ai appliquées dans les organisations que j'ai créées. La première, qui est vraiment fondamentale, elle m'a été donnée par Francis Bourrière, un de mes clients, en fait. C'est un type que vous ne connaissez pas, et pourtant, à chaque fois que vous utilisez un ordinateur, en fait, il y a une de ces innovations de rupture à l'intérieur, puisqu'il a inventé un processus de transfert, en fait, qui permet de produire des microprocesseurs 1000 fois plus vite et 1000 fois plus intégrés que ce qu'on a aujourd'hui. Et j'avais fait un petit film sur lui, à l'époque j'avais une entreprise d'audiovisuel.
Et il m'a dit, mais Frédéric, on n'est pas passé de la bougie à l'ampoule électrique en améliorant les bougies. Vous voyez ? C'est pas possible. Au bout d'un moment, l'industrie de la bougie, elle est morte. Enfin, telle qu'elle était à l'époque, parce qu'à l'époque, elle était vraiment très dominante. En fait, c'est pas ceux qui ont fait les bougies qui ont conçu les ampoules électriques. Ils auraient pu, s'ils s'étaient occupés de la lumière. Mais ils étaient plus attachés à protéger leur méthode, leur façon de fonctionner, que créer cette innovation de rupture. Or, aujourd'hui, on sait que c'est les innovations de rupture qui vont transformer les modes de création de richesse. Et il y en a plein. Je vous en donne juste une qui va toucher votre métier. Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les Fab Labs. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a fait la micro-informatique à l'informatique. Olivier T, par exemple, n'y a pas cru du tout. Il commençait à faire des machines à écrire, vous savez, électriques, avec la petite boule, là. Et puis quand on leur a parlé des micro-ordinateurs, ils ont dit « Mais qui c'est qui va utiliser ça ?» Nous, ça fait 40 ans, 50 ans qu'on fait des machines à écrire. C'est nous qui allons prendre le marché. 7 ans plus tard, une des premières entreprises américaines était morte. Donc c'est ça les innovations de rupture. Au début, on met 1000 pour produire un, ça ne marche pas. Après, on met 100 pour produire 10, ça ne marche toujours pas. Puis à un moment donné, on met 10, on produit 100, et ensuite on met 1, on produit 1000. Voilà. Qu'est-ce qui, dans votre métier, va vous faire passer de la bougie à l'ampoule électrique? C'est quoi votre cœur de métier? C'est quoi votre valeur? C'est la lumière, si on reprend l'exemple avec la bougie et l'ampoule électrique. C'est pas la bougie, c'est la lumière. C'est quoi la lumière de Weldom? C'est quoi la lumière de Martin? Le deuxième élément qui m'a délivré, c'est cette idée de me dire que les nouvelles richesses ne sont plus seulement économiques, elles grandiront avec la performance globale, c'est-à-dire sociale et environnementale des organisations. Une entreprise, elle n'est pas hors sol. Ça, c'est une vision extrêmement ancienne. Une entreprise, c'est un écosystème qui est plongé dans un écosystème. Si l'écosystème dans lequel vous êtes plongé est malade, il y a de très fortes chances que votre écosystème dans votre organisation, il devienne malade. Et ce n'est pas en se réfugiant derrière des procédures que ça va changer. Il va falloir, à un moment donné, intégrer la problématique de l'écosystème dans lequel je suis pour la dépasser et muter. Et ça, c'est un énorme travail, quoi. C'est ce qu'on appelle maintenant désormais l'entreprise sans frontières. Mais sans aucune frontière. Vous verrez à la fin, on parlera des entreprises libérées. Sans aucune frontière, c'est-à-dire plus de frontières hiérarchiques, mais plus de frontières non plus. Quand je dis frontières, ça veut dire qu'il n'y a plus de hiérarchie. Je n'ai pas dit qu'il n'y aurait plus de hiérarchie. J'ai dit qu'il n'y a plus de frontières. Ce n'est pas la même chose. Donc, plus de frontières, à la fois en interne, entre les services et avec son environnement. On doit passer de l'un à l'autre facilement. Il ne doit pas y avoir de rétention d'informations, pas de rétention de possibilités d'ouverture ou de création, parce que sinon on est mort. Donc comment on fait pour enlever la frontière? Comment on fait pour intégrer l'écosystème dans lequel je suis plongé avec l'écosystème dans lequel je suis dans mon organisation? Et ça, je l'ai énormément appris avec un travail que j'ai fait au CJD, qui ont enquêté auprès de 2500 entrepreneurs sur ce dont ils avaient besoin pour manager aujourd'hui leur entreprise. Et ils ont conçu une formation qui s'appelle Copernic, qui a vraiment changé ma vie, et qui m'a vraiment, à travers des recherches qu'ont fait un certain nombre de chercheurs, donné de nouveaux outils, des outils de complexité, des outils de médiation, des outils de diversité, qui m'ont vraiment permis de changer la nature du métier et de me considérer plutôt aujourd'hui comme un médiateur à des moments, comme un organisateur à d'autres moments. Et donc, le management que j'avais est devenu vraiment adaptatif par rapport à la situation dans laquelle l'organisation se trouvait. La troisième clé qui est venue il n'y a pas longtemps, parce que c'est un concept nouveau qui a vraiment radicalement changé ma façon de voir l'économie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Le projet qu'on conduit, on le conduit avec un laboratoire qui s'appelle Atémis, qui ont énormément travaillé là-dessus, avec un chercheur qui s'appelle Christian Dutertre. Et qu'est-ce que ça dit? Parce que c'est de plus en plus utilisé maintenant dans les collectivités territoriales et dans les grandes entreprises. C'est le passage d'une économie de quantité et de volume et de matière à une économie servicielle. On passe d'une logique de produits finis à des services infinis. Nous ne pourrons plus continuer à développer des produits finis de façon infinie sur une terre finie. C'est pas possible. On a beau le tourner dans tous les sens, ça ne va pas être possible. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'ailleurs, vous devrez le voir dans votre structure de coût. Que de plus en plus, dans la structure de coût, il y a de moins en moins de matière et de plus en plus d'informations. Ça ne va pas être au niveau de la société. Au niveau de la société, on va vendre de plus en plus de services intégrés et de moins en moins de produits.
Ça ne veut pas dire que les produits vont disparaître. Ça veut dire que la part des produits va diminuer dans la part des services. Par exemple, on ne va plus vendre des maisons, on va vendre des concepts d'habitation. On ne va plus vendre des voitures, on va vendre des concepts de mobilité. On ne va plus vendre des photocopieuses, on va vendre un service de photocopie. Et donc, au lieu de vendre du matériel, c'est l'entreprise qui va garder ce matériel et qui va produire le service, en fait. Et ça change beaucoup de choses. Il y a des entreprises qui ont muté, qui sont en train de muter. Le laboratoire ça en accompagne un paquet. Et donc, c'est effectivement le passage d'une économie du volume à une économie servicielle. Et bien sûr, dans un écosystème gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ces services, ce n'est pas les services d'une entreprise. C'est des services intégrés dans un écosystème, parce que la performance globale, on ne peut pas l'assurer tout seul. Hein. C'est comme un match de rugby. Vous avez beau avoir le meilleur ailier du monde, si le ballon il change de place et que la personne n'est pas à sa place, la performance globale elle est zéro, même si sa performance à lui elle est maximale. Donc c'est plus une question de, encore une fois, de rôle, de perfection dans mon rôle, c'est une question de perfection, de performance globale dans tous les acteurs qui vont emmener le ballon jusqu'à l'essai. Et ça comprend pas seulement que les salariés, ça comprend pas seulement que les actionnaires, ça comprend aussi les clients qui doivent être associés. On doit former nos clients. C'est les fournisseurs qui doivent être associés. On doit former et être formés par eux. C'est aussi, bien entendu, l'environnement dans lequel on est intégré, les collectivités territoriales. Donc c'est tout ça qui va faire que le ballon, à un moment donné, va passer la barre des essais. Et ça, c'est vraiment le principe de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. La quatrième clé aussi, peut-être la plus difficile à comprendre, on n'aura peut-être pas de temps, on se reverra peut-être pour en parler si vous voulez, c'est le fait de parler de plus en plus d'entreprises citoyennes. C'est un concept aussi qui vient du CJD dans les années 70. C'est cette idée de dire qu'une entreprise, elle n'a pas vocation à s'intéresser en fait à ce qui se passe dans la société. La société prise dans son sens plus large. Une entreprise, c'est fait pour produire, charge, produit, bénéfices, patrimoine, exploitation, bref. Ça, c'est son cœur de métier, elle s'occupe de rien d'autre. Ça, c'est plus vrai. Pour plein de raisons. Et on voit des tendances très lourdes. On voit dans la société aujourd'hui que les entreprises ont une réputation. Comment on garde, quand il y a de moins en moins de ressources, comment on garde les ressources humaines, par exemple? Parce que les gens sont contents de venir habiter dans l'entreprise, travailler dans l'entreprise. Parce qu'elles sont contentes de défendre les valeurs de l'entreprise. Parce qu'elles arrivent à relier leur projet de vie avec les projets de l'entreprise. Toutes ces valeurs immatérielles, toutes ces valeurs qu'on se partage, en fait, eh bien, c'est ça qui va créer, finalement, le développement de l'entreprise. Mais qu'est-ce qui se passe si une entreprise a face à elle, dans son environnement, des clients qui n'ont plus d'argent? Qu'est-ce qui se passe pour une entreprise si l'eau qu'elle utilise dans sa production est polluée? Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise si la façon dont on produit l'énergie qu'elle consomme est inférieure à la capacité de développement? Il se passe que l'entreprise, elle va mourir. Donc l'entreprise doit intégrer dans ses processus de développement la partie prenante société civile. Et donc se battre pour un certain nombre de valeurs. Et moi, j'en ai deux à vous proposer. Je ne sais pas quelles sont les valeurs de Martin et de Weldon, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir, à un moment donné, qu'on se batte pour que tous les citoyens aient un revenu. Indépendamment de leur participation individuelle à un secteur marchand. Parce que dans les années qui vont arriver, l'automatisation des systèmes de production, la transformation des métiers, va faire qu'il y aura de moins en moins de personnes qui occuperont un emploi. Il y aura de plus en plus d'activités, mais de moins en moins d'emplois. Et ces activités, on va en avoir besoin dans plein de domaines, pas forcément que dans le domaine économique, dans l'écologie, dans le social. Et ces activités-là ne seront pas rentables. Se lever à 3 heures du matin pour aller ramener une personne qui est tombée du lit dans sa maison, sur son lit, ce n'est pas rentable pour aucun groupe. Je vous invite, vous verrez tout à l'heure, on parlera des entreprises libérées avec un livre super qui s'appelle Reinventing the Organization. Aujourd'hui, il y a des services qui créent de la richesse qui ne peut pas être monétisée. Monétisée dans le sens qui ne peut pas générer un profit suffisant pour qu'une entreprise construise un modèle économique dessus. Et en même temps, si on ne prend pas en charge ces services, notre civilisation va vraiment avoir très très mal. Parce qu'on sera incapable d'intégrer toutes ces personnes. Je vais vous citer tout à l'heure un bouquin qui s'appelle Effondrement, qui a été écrit par Jarrod Diamond, qui a analysé les 5 dernières civilisations qui nous ont précédés et qui a regardé dans ces 5, à partir des documents historiques, qui a regardé quelles étaient les causes premières de la disparition de ces civilisations qui nous ont précédés. Il y en a 2 qui arrivent en tête, tout le temps. La première, c'est qu'ils ont consommé plus rapidement les ressources qu'ils n'étaient capables de les reproduire.
pas si ça vous fait penser à quelque chose. Et la seconde, ils ont été incapables d'intégrer la diversité des gens qu'ils ont conquis. C'est-à-dire, ils ont essayé de normaliser les gens qu'ils avaient conquis, en fait, jusqu'à un point où ces gens-là, eh bien, ils n'ont plus voulu participer, en fait, à cette civilisation. Et finalement, ils se sont épuisés à les maintenir ensemble. Parce que si vous n'avez pas envie de faire société, vous dégagez une énergie, en fait, qui pousse vers l'extérieur. Et pour compenser, le système est de plus en plus a besoin de retenir, en fait. Et toute l'énergie qui passe à retenir les personnes pour les laisser ensemble, il les perd en créativité, en culture, en recherche, en développement, en éducation, en santé. Bref, toute cette énergie est consommée finalement à tenir ensemble. Donc, ces deux éléments nous demandent d'aller à la rencontre d'un changement profond de notre civilisation, qui est de dire aujourd'hui, un citoyen, quelle que soit la nature de ses activités, il doit avoir de quoi assurer une vie digne à lui-même et à ses enfants. C'est dans les droits de l'homme de 1946, déjà. Et le deuxième élément de combat, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle, nous, les monnaies citoyennes. Nous devons redonner à la monnaie sa nature première. Dans l'article 1er des droits de l'homme de 1789, vous avez une phrase extraordinaire. C'est le premier article. Les hommes naissent libres et égaux en droit, celle-là, tout le monde la connaît. Mais la seconde, c'est quoi? Les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Ça veut donc dire que si vous voulez distinguer quelqu'un qui a une utilité commune, faut-il savoir c'est quoi l'utilité commune? Mais comment on dit tiens, ça a une utilité commune? Parce qu'on connaît notre bien commun. L'utilité commune, c'est ce qui sert le bien commun. Mais si on n'a pas redéfini ce qu'est le bien commun, on ne sait plus ce que sont les distinctions sociales, parce qu'on ne connaît plus l'utilité commune qu'on a. Et donc, les monnaies citoyennes ont pour vocation d'intégrer une comptabilité des valeurs qui ne sont pas qu'économiques, qui sont aussi écologiques et sociales. Et ça, c'est très important. Et donc, un des combats, c'est effectivement mettre en place un revenu d'autonomie en monnaie citoyenne locale qui permettrait effectivement à tous les citoyens d'avoir de la monnaie pour échanger avec les acteurs locaux et assurer une demande de base solvable autour des entreprises de notre société. Et pas être obligé de faire 25 000 km pour écouler mes produits, avec tout ce que ça impulse comme problématique écologique. Et enfin, la cinquième clé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les entreprises libérées, et qui dit en gros que les nouvelles ressources viendront quand toutes les parties prenantes de nos organisations pourront contribuer à leur gouvernance parce que nous reconnaîtrons que chacune d'elles contribue à la création de la valeur de l'entreprise. C'est cette idée qu'une entreprise, c'est moins une armée qu'un écosystème. Et que si bien sûr il y a un centre, le centre, il doit servir toutes les composantes. Au CJD, on appelle ça le carrefour. Une entreprise, c'est un carrefour. Le manager, il est là pour servir toutes les parties prenantes. Et ces managers sont là ensuite pour servir toutes les parties prenantes. Et jusqu'à l'opérateur qui, à la fin, termine la chaîne et produit la valeur, il est au service de ses clients. Et parce que c'est comme ça, le client va se sentir intégré dans la vie de l'entreprise. Et les entreprises libérées, c'est vraiment un type d'organisation qui est en train de monter en puissance depuis 15 ans. Très peu de personnes en parlent. Ce n'est pas du tout des petites entreprises alternatives. Il y a des grosses entreprises qui sont leaders sur leur marché, qui sont rentrés dans cette forme d'organisation. Le principe est de dire, que mon entreprise a une raison d'être évolutive. Elle n'est pas enfermée dans un marbre parce que le fondateur, il y a tant de temps, a décidé qu'on va aller faire ça. Parce que si jamais le contexte, bien sûr, l'écosystème dans lequel est plongée l'entreprise, il change, eh bien la raison d'être aussi doit changer. Et pour ça, il doit être à l'écoute de tous les signaux faibles qu'il y a dans l'entreprise. Donc, les signaux faibles, ça passe par les opérateurs, ça passe par les clients, ça passe par les fournisseurs, ça passe par la société civile, ça passe par la nature, ça passe par tout ce qui constitue, en fait, l'organisation. Et l'idée, c'est de dire que tous ces signaux faibles, toutes ces parties prenantes, contribuent à la raison d'être évolutive de l'entreprise. Le second, c'est le principe de plénitude. Le principe de plénitude, c'est un principe aussi un peu difficile à comprendre. C'est l'idée de dire qu'à partir de maintenant, je vais essayer de prendre les personnes qui vont rentrer dans l'entreprise, non pas seulement par rapport à leur rôle et leurs tâches que j'ai choisies pour eux dans l'entreprise, mais comme un être global. Je vais me préoccuper que le projet de vie soit en relation avec le projet d'entreprise et que le projet d'entreprise soit en relation avec le projet de vie. Je vais dialoguer finalement avec le projet de mes parties prenantes et faire en sorte que mon entreprise, dans sa stratégie, va aider, accompagner les projets de vie de chacun.
Et c'est comme ça que la valeur va se démultiplier, parce que chacun, étant synchronisé entre son projet de vie et le projet de l'entreprise, libérera bien sûr beaucoup plus de valeur, force de vie, dans l'entreprise. Et à la fin de compte, mon bilan sera positif. Je vous invite à aller voir la conférence de Frédéric Laloux qui dure 1h30. Pourtant, je suis dans l'intelligence collective depuis 15 ans. Je peux vous dire que j'ai jamais été autant secoué. Pourtant, je me considérais comme un entrepreneur humaniste déjà quand j'ai découvert ça. Mais vraiment, ça m'a secoué parce que je ne savais pas qu'il y avait autant d'entreprises qui étaient rentrées dans ces modes d'organisation vraiment nouveaux. Et donc, j'ai appliqué dans ma vie ces métamorphoses. J'ai opéré des innovations de rupture. J'ai tendu vers la performance globale. J'ai réduit mes volumes et j'ai augmenté mes services. J'ai fait en sorte, dans l'entreprise, de manager, de chercher en fait à m'engager pour qu'un revenu de base en monnaie citoyenne locale soit une réalité dans notre société. Et enfin, j'ai libéré mes organisations des formes anciennes d'organisation. Et ça m'a vraiment transformé. À tel point que j'ai participé à un gros travail avec le mouvement des colibris. Je suis toujours dans les clous, là, ça va? Il me reste 10 minutes, ça va? Et donc, j'ai participé à avec le mouvement des colibris, qui est un mouvement qui travaille beaucoup sur la transition écologique. Et on a organisé des forums un peu partout en France. Il y a des milliers de personnes qui sont venues dans ces forums avec un objectif de dire, tiens, qu'est-ce qu'ils proposaient comme changement aux élus, aux collectivités territoriales et aux entreprises, de quoi ils avaient besoin, qu'est-ce qu'ils avaient envie en fait. Et donc on a ramené tout ça en fait, toutes ces propositions et ces motions dans un séminaire qui a duré 8 jours, où 400 personnes se sont réunies pour faire la synthèse à travers la santé, l'éducation, l'économie et la gouvernance. Et nous, avec Raphaël Souchet, on a été chargé de faire le programme économique, la synthèse du programme économique des colibris. Et là, j'ai découvert qu'il y avait mais que en gros, la révolution a déjà eu lieu, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des initiatives citoyennes qui sont faites par des entreprises, des associations, par des particuliers, par des institutions, des intrapreneurs, moi je les appelle, c'est-à-dire des personnes à l'intérieur même d'entreprises qui ont développé des outils, des méthodes, des techniques, des productions, des formes d'organisation qui sont des véritables révolutions et qui sont vraiment productrices, pour le coup, de beaucoup de valeur. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai transmis mes entreprises à mes salariés, puisque les 2 entreprises que j'avais créées ont été transmises dans la coopérative. Je me suis libéré du temps, j'ai pris un vélo, et je suis parti faire 4000 km en vélo à la rencontre de ces initiatives citoyennes un peu partout en France. C'était extraordinaire. Je suis allé voir vraiment des gens que personne n'entend, que personne ne voit, qui sont comme des choses tout petites. Vous savez, c'est les fameux glands là, qu'on écrase avec le pied qui peut-être sont des futures chaînes. Ben, j'en ai vu un paquet de glands, je peux vous le dire. Et dans tous les niveaux, encore une fois. C'était vraiment des petits trucs. Mais ce que j'ai vu en tant qu'entrepreneur, ça m'a sidéré. Ça m'a sidéré. J'ai vu qu'on était capable de produire l'équivalent d'un SMIC pour un agriculteur sur 1000 mètres carrés, en agrandant les sols et en plus en produisant des produits sains. Je ne sais pas si vous savez ce que doit faire un agriculteur aujourd'hui pour dégager un SMIC. Ce n'est pas sur 1000 mètres carrés, hein, je vous le dis. Hein. J'ai vu des gens qui produisaient de l'énergie propre, renouvelable, en suffisance, qui faisaient tourner des entreprises avec. J'ai vu des modes de gouvernance aussi complètement nouveaux, où le chef d'entreprise avait une voix égale à celle de ses collaborateurs. Et il ne voulait pas trancher. J'ai vu des gens construire des maisons avec de la terre, de la paille, du bois, des maisons passives qui coûtaient moins de 100 000 euros. Voire même 80 pour certaines. Et ça marchait super bien. Et les gens étaient vraiment bien dedans. J'ai vu des cadres dirigeants de groupes comme Veolia, par exemple, vous connaissez ce grand groupe, qui avaient décidé à 50 ans de tout lâcher pour aller construire un éco-village zen. Des gens qui se disaient, mais c'est pas possible, je peux plus continuer à créer ce type de valeur, il faut que je change. Et quand je suis revenu de ce Tour de France, j'étais, comment dirais-je, assez perturbé. Donc je me suis dit, ok, les entreprises, elles marchent. Maintenant, je vais transformer mon temps libre en tranquillité. Et je suis allé dans les Alpes, dans un centre bouddhiste, pour passer 9 mois à essayer de me déposer, me reposer. Voilà, en tout cas me poser. Et je me suis dit, dans ce monde en cours de métamorphose, à quoi peut être utile durablement un entrepreneur humaniste? Voilà. J'ai des compétences, c'est vrai que je gagnais des sous. J'avais un statut.
J'étais engagé au niveau national dans les mouvements nationaux, mais j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et là, j'ai vraiment pensé à Edgar Morin dans sa logique d'émergence. Edgar Morin, il dit une chose très belle, il dit « Vous ne pouvez pas déduire les propriétés de l'eau en regardant de l'hydrogène et de l'oxygène. » C'est rigolo, hein. Pourtant, si vous assemblez de l'eau, si vous assemblez de l'oxygène et de l'hydrogène, vous allez produire de l'eau. Mais vous ne savez pas, à partir de l'oxygène et de l'hydrogène, que vous allez faire de l'eau. Et donc, l'idée, c'est de ne pas présupposer de ce qui va se passer, mais de laisser émerger, par le lien que vous faites avec les informations que vous avez, quelque chose qui va émerger de ça, en fait, mais qui ne sera pas lié à une histoire que vous avez, mais au contraire à quelque chose de neuf. Et j'ai laissé maturer pendant 9 mois, et je suis arrivé au projet Terra. Alors, le projet Terra, ce n'est pas le projet qui va changer le monde, c'est juste le projet qui a changé ma vie et qui va occuper les 10 prochaines années de ma vie. C'est juste l'histoire d'une métamorphose qui a abouti à un nouveau projet entrepreneurial, mais d'une nature complètement nouvelle. Je me suis dit, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est rassembler quelque part toutes ces initiatives qui sont séparées les unes des autres, et les faire conjuguer ensemble pour voir si on ne pourrait pas créer une organisation qui soit à la fois aussi efficiente que celle qu'on a aujourd'hui, mais plus résiliente. Ramener de l'énergie renouvelable, ramener de l'éco-construction, ramener de la gouvernance partagée, ramener des monnaies citoyennes, des fonds éthiques, de l'agriculture en permaculture. Bref, ramener tous ces éléments qui, séparés, forment de la valeur, mais qui, comme elles restent séparées aujourd'hui, n'arrivent pas à faire système. Et voir si on ne pourrait pas, à partir de là, créer le prototype d'un village du XXIe siècle. Et il aurait un certain nombre de caractéristiques. 85% de sa production serait relocalisée. On abaisserait son empreinte écologique à moins d'une planète. On valoriserait sa production en monnaie citoyenne locale pour irriguer le territoire de vie de la production économique qu'on aurait faite pour pas qu'elle fuit sur les marchés financiers comme aujourd'hui. On assurerait une demande solvable aux acteurs par un revenu d'autonomie égal pour tous aux habitants en monnaie citoyenne locale. Eux-mêmes après pouvant choisir bien sûr une activité marchande s'ils le veulent ou pas. On aurait une nouvelle organisation économique, sociale et écologique favorisant la participation de chacun à cette gouvernance. Et très important, on pourrait mesurer à la sortie que ce serait facteur d'un développement territorial et de renforcement de la cohésion sociale. Et c'est comme ça qu'on a créé Terra, qui vise à développer ce premier prototype de village entreprise en quelque sorte. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a reçu le lauréat 2016 de l'innovation sociale. On a été très étonnés que finalement les institutions étaient aussi dans ce type de recherche. Parce qu'aujourd'hui, le gros problème en Europe, c'est comment on développe ces villages qui sont tous en train de mourir et comment on désengage ce qu'on appelle l'urbanisation, qui aujourd'hui crée des problèmes de plus en plus importants dans les villes où il n'y a plus d'emploi et qui sont beaucoup de problèmes. Alors, dans chaque éco-hameau, en fait, composé dans ce village, qui seront construits sur un territoire d'accueil, avec toutes les parties prenantes, on va accueillir de nouvelles populations qui sont en transition, qui veulent rejoindre finalement une vie, on va dire, un petit peu plus tranquille. On va bâtir sur place un patrimoine naturel, humain et productif, capable de produire des valeurs d'usage au quotidien. Et enfin, une fois qu'on aura construit ce patrimoine naturel, humain et productif avec ces populations, on va lancer des activités économiques et culturelles pour revitaliser le territoire de vie sur lequel on est installé. Alors bien sûr, les maisons seront construites à partir de biomasse locale, favorisant finalement le développement de la production de matières premières de base, donc bois essentiellement, bois, terre, paille, chanvre. On va construire aussi des composants d'autonomie, c'est-à-dire fabrication de panneaux thermiques pour chauffer l'eau chaude sanitaire. Je vous rappelle qu'aujourd'hui que 30% de la production de nos centrales nucléaires sert à chauffer de l'eau, alors qu'au-dessus de notre tête, on a quand même, sincèrement, le problème, c'est si on fait ça, il y a moins de revenus, si vous voulez. Vous voyez, c'est ça le biais de la monnaie. C'est qu'on ne voit pas la richesse, on voit la richesse en monnaie. Mais jusqu'au jour où, malheureusement, la monnaie est insuffisante pour satisfaire les vraies richesses. Donc c'est très important de le regarder aussi. Donc on va produire des panneaux thermiques, on va fabriquer des éoliennes, et on a des formations qui nous permettent maintenant de former d'autres personnes à le faire. L'idée aussi, c'est que ces habitations qu'on va construire intègrent totalement le cycle de l'eau, depuis son recueil à travers le captage ou le recueil d'eau de pluie, par un système de filtration pour les mettre en eau potable, les récupérer sous forme après de phytoépuration et les réinjecter ensuite dans l'activité du jardinage. On va installer des maraîchers, boulangers, donc toutes les fonctions de base qui ont fait la réussite de notre société, parce qu'au Moyen-Âge, ce qui a démarré en fait la société qu'on connaît, ce sont ce qu'on appelle les cités franches, dans lesquelles les gens se retrouvaient pour produire, vivre et commercer. Je ne sais pas si
Voilà, en fait, c'est exactement ça l'idée. L'idée, c'est d'essayer quelque part de recommencer ce qui a fait une réussite dans notre société, de se dire, tiens, mais à quel moment on a dérivé et comment on peut faire pour de nouveau réinstaller quelque chose qui ait du sens pour tout le monde. Et puis, bien sûr, très important, on y mettait en place des outils de véhicules en partage, mais pas que, l'outillage en partage, les chambres en partage. J'ai des amis qui ont une maison de 200 mètres carrés, il y a 3 chambres d'amis, mais c'est pour une fois par an, quand la famille vient. Vous savez ce qu'il faut aujourd'hui pour chauffer 3 pièces ? On pourrait se dire que dans un village, on a un certain nombre de chambres qui sont disponibles et qu'on mutualise. C'est pareil pour les outils. Est-ce que vous savez, tiens, vous qui distribuez des outillages, combien une perceuse est utilisée par une personne dans l'année en moyenne? Intéressant ça. Combien? Ouais. Donc c'est a priori ce serait 1 heure, mais bon, je veux bien 10 minutes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une masse d'énergie, de travail, de ressources qui sont emprisonnées dans des trucs qui ne servent pas. Et elle est là, la révolution. Elle est là, elle est dans. Et il faut qu'on optimise le truc là. C'est pas possible, on ne peut plus continuer comme ça. De toute façon, on ne va plus pouvoir continuer comme ça. Donc, nous aurons un certain nombre d'ateliers, de véhicules en partage avec de l'outillage, et bien sûr tout un ensemble de formations, d'animations culturelles qui permettront aux gens de trouver sur place aussi des activités qui leur permettent de vivre ensemble, pas seulement produire et commercer, mais aussi vivre ensemble. L'intérêt, c'est qu'on va être suivi par un conseil scientifique pendant toute la durée de l'expérimentation, depuis le départ, qui va mettre en place un protocole d'expérimentation pour vérifier si oui ou non, au bout de 3 ans, la mise en œuvre de cet éco-hameau, en fait, va permettre de produire de la valeur, et si oui ou non, ce sera un facteur de développement territorial et de renforcement de la cohésion sociale. Parce que si ce n'est pas le cas, bien sûr, l'expérience s'arrêtera et on passera à autre chose. Par contre, si c'est le cas, ça veut dire qu'on aura initié un nouveau modèle de développement territorial qui permet de commencer par les communes, bien sûr, mais qui pourrait après tout à fait se dupliquer dans des écoquartiers, par exemple. Je travaille avec les Suisses là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, on a des zones dans les villes qui sont complètement désertées, dans lesquelles on pourrait vraiment réimplanter des quartiers qui seraient capables de produire, commercer et habiter ensemble. Donc le projet a 3 phases. Une première phase de 3 ans sur laquelle on est. On a fait plusieurs tours de France pour aller à la recherche d'informations, pour aller rencontrer des collectivités territoriales, des entrepreneurs, des associations. On s'est installé dans le sud-ouest, dans un petit village qui s'appelle Masquière, que certains d'entre vous peut-être viendront visiter la semaine prochaine, le 16. Donc on a tout préparé pour vous accueillir. On a un terrain de 12 hectares de forêt et de terres agricoles qui permettra d'accueillir l'expérience, avec bien sûr tout le travail sur les autorisations administratives qui vont avec. Dans le cours de les 3 ans plus tard, donc à partir de 2018, on construira l'éco-hameau, on lancera les activités économiques et culturelles sous le suivi du conseil scientifique. Et enfin, en 3e année, on aura une phase de transition. C'est-à-dire que si le conseil scientifique nous dit oui, effectivement, il y a un potentiel de développement territorial, alors à ce moment-là, on crée une école de citoyens et on formera des acteurs locaux à reproduire tout ou partie de ce modèle pour essaimer ce qu'on aura trouvé. Aujourd'hui, Terra, c'est 16 000 heures de bénévolat, un budget de 358 000 €. Il y a 6 000 citoyens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On a 2 500 abonnés à nos lettres d'information. On a environ 500 adhérents. On a 350 contributeurs et à peu près 70 000 € de dons. On est une centaine de volontaires qui se relaient sur le lieu pour faire avancer le projet. Et maintenant, il y a une quinzaine de permanents qui sont venus habiter, soit sur place, soit dans les villages aux alentours, et qui travaillent au quotidien sur le projet. Qu'est-ce qu'on y fait? On est en train d'implanter une production de maraîchage, on est en train d'implanter un boulanger. On a construit nos premiers prototypes de maisons autonomes, à la fois en eau et en énergie. Donc on est en phase maintenant de développer des formations qui vont permettre à d'autres d'apprendre à construire ces maisons. On fait un travail de maillage des parties prenantes avec des animations tous les 15 jours. On parle de développement durable à la population locale. On parle de l'énergie, de l'eau, de la terre, de l'agriculture, des monnaies. On fait vraiment de l'éducation populaire parce que c'est très important que les gens comprennent ce qui se passe si on veut vraiment pouvoir changer ensemble. On travaille aussi à la mise en place d'un modèle économique et juridique parce que ce qu'on fait est assez nouveau. On est toujours en porte-à-faux par rapport à l'existant. Et donc, on travaille avec plusieurs experts dans l'urbanisme et dans le droit public pour faire avancer la loi sur ces sujets-là. Et enfin, on travaille aussi à de nouveaux modes de gouvernance et de gestion de conflits parce qu'on reste quand même des êtres humains. Et donc, on a toujours tendance à des fois rentrer en conflit. Mais c'est un petit peu comme si vous voulez faire de la cuisine. Hein. Si vous savez que vous allez manger, vous avez une cuisine dans votre maison. Et bien pareil, dans un groupe, il vous faut un outil de gestion de conflits si vous savez que vous avez des conflits. Et là, on utilise des méthodes assez novatrices qui nous viennent du Brésil, de la communication bienveillante qui nous a permis de résoudre les conflits qu'on a eus chez nous.
On a choisi des habitats démontables pour l'instant, parce qu'on veut s'installer sur des terres agricoles, parce que les petites communes sur lesquelles on veut s'installer sont des communes qui n'ont même plus les moyens de viabiliser des zones économiques. Et notre objectif, c'est d'arriver, d'installer des QAMO, amener des populations, remettre en place les activités économiques et culturelles, et une fois que c'est reparti, à ce moment-là, viabiliser des zones pour passer à des maisons fondées. Mais ce sera une sorte d'éco-village SAMU, qui viendra redémarrer des activités, et ensuite essaimera sur d'autres lieux. Et on a fait en sorte que nos maisons, les premières en tout cas, auront un coût mensuel maximum de 300 € tout compris, énergie, eau, assainissement et maison, de telle façon à ce que des personnes à très faible revenu puissent construire et habiter ces maisons. Alors l'idée, c'est de mettre en place un modèle économique. Je ne vais pas vous en parler maintenant parce que ce serait trop long. Par contre, pour ceux qui viendront, on passera une petite heure à expliquer parce que c'est vraiment un modèle économique à la base. Notre objectif étant de dégager chaque année un résultat qui permettra d'enclencher un développement de nouveaux éco-villages et faire en sorte que le projet se finance par lui-même et se développe, qui est la condition du développement au sein d'une entreprise. Aujourd'hui, en France, c'est plusieurs millions de personnes qui sont en mode transition, qui cherchent à changer leur vie pour qu'elle colle à leurs valeurs, force de vie. Aujourd'hui, il y a des milliers de communes qui sont en train de mourir, vraiment factuellement, alors qu'il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a du vent, il y a tout ce qu'il faut pour y vivre correctement, mais il n'y a plus d'activité économique et culturelle, et ces communes sont en train de mourir. Et les gens partent dans les villes s'entasser, alors qu'il n'y a plus d'emploi, qu'il y a de la pollution, qu'il y a de l'activité forcée. Qu'est-ce qui se passerait si on arrivait à connecter ces populations en transition avec ces villages qui veulent revitaliser leur territoire? Je pense qu'on arriverait peut-être à créer un nouveau marché, ça c'est sûr, mais peut-être on aurait contribué à faire émerger une nouvelle civilisation où on pourrait reprendre la formule de Weldon, où ensemble, ce sera vachement mieux. Ouais. Merci. Merci Frédéric. Alors, avant de vous donner la possibilité, bien évidemment, de répondre aux questions, si vous avez des questions, moi je trouve que c'est un sujet qui est vraiment très passionnant. Moi, je retiens vraiment 4 clés de la métamorphose qui nous concernent vraiment. Opérer des innovations de rupture, tendre à la performance globale, réduire les volumes et augmenter les services, libérer les organisations. Il y a plein de sujets qui sont en rapport avec notre métier. Et lors de la 3e phase de notre CAP 2025, on va se donner la possibilité de travailler ça collectivement. Il y a des sessions qui vont être organisées en région. En ce qui vous concerne, il y a 2 sessions qui vont être organisées sur Marseille. La première le 20-21 juin et la deuxième le 22-23. Donc bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Bien évidemment, vous allez être sollicités pour que vous soyez le plus nombreux possible pour travailler sur ces vrais sujets-là qui nous concernent, tant en tant que professionnels qu'en tant qu'habitants, hein, tout simplement. Et bien évidemment, donc j'imagine que vous avez la visite de Terra la semaine prochaine, donc il fait partie des explorations qu'on a organisées. C'est ouvert, donc si vous avez l'envie, la possibilité de vous joindre, alors c'est en Aquitaine, c'est pas tout près, mais c'est pas très, très, très loin non plus. C'est ouvert et on peut encore organiser et inscrire des personnes qui souhaiteraient s'inspirer dans cette démarche initiée il y a quelques années par Frédéric. Voilà. Un petit temps de questions-réponses si vous le souhaitez, soit pour en faire profiter la collectivité par le biais du micro, soit sinon autour de tout à l'heure d'un partage parce qu'il est prévu un petit apéritif dînatoire, je crois. Donc bien évidemment. Et puis je mets à votre disposition ici, donc il y a le bouquin de Frédéric, donc qui, si vous voulez bénéficier d'une dédicace, il y en a une 40aine, donc malheureusement il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis je vous mets à disposition aussi quelques crayons et papier. S'il y a des inspirations qui vous viennent, un mot, une phrase, un étonnement par rapport à cette conférence ou par rapport aux explorations que vous avez pu faire, vous me mettez, moi je collecte. Ça sera retranscrit sur notre plateforme et surtout ça va alimenter les journées de partage parce que dans ces journées de partage on va vraiment partir des étonnements et des inspirations et des défis que vous avez identifiés comme étant majeurs et qu'on va devoir lever tous ensemble. Voilà. S'il y a des questions-réponses, s'il y a des questions.
quoi. C'est un retour à la terre, en fait. Alors, moi, je dirais pas un retour à la Terre, parce qu'un retour à la Terre, ce serait comme si on revenait dans le passé, en fait. Moi, je pense que c'est un petit peu comme quand on est parti c'est plutôt une recolonisation, en quelque sorte. Une désurbanisation, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la concentration dans les villes arrive à son maximum. On sait qu'aujourd'hui, dans les années à venir, vous parlez de 2025, c'est pas pour rien, la plupart des courbes s'inversent en 2025, c'est-à-dire l'énergie, les problématiques sociales, les problématiques financières avec les crises systémiques. Donc, il va y avoir un certain nombre de problèmes dans les années 2025 qui sont liés à la concentration, en fait. La concentration arrive à son maximum, en fait. Et donc, là, notre idée, c'est de commencer à s'éloigner de ces lieux-là, pour s'éloigner de la pression financière, économique, sociale et politique. Et là, dans ce milieu dans lequel on est plus à égalité, redévelopper en fait une organisation qui va produire des valeurs et qui va ensuite les redistribuer avec un nouveau mode d'échange, en fait, en privilégiant l'homme, la nature et le développement territorial. Mais l'idée, c'est plutôt de mettre au point ce modèle, en fait, et ensuite de voir comment on peut faire pour l'exporter. Parce que moi, je crois qu'ensuite, si on est capable de faire ça dans une petite commune, on est capable de les regrouper ensemble pour en faire des villages, puis on est capable de les regrouper ensemble pour en faire des sites, et on est donc aussi capable aussi d'en exporter aux alentours des grandes villes pour redévelopper des activités permettant la souveraineté alimentaire, la production d'énergie, la revitalisation de certains centres-bourgs et de quartiers. Et donc, pour moi, c'est plus un éloignement pour mieux revenir, en fait. Mais la plupart des personnes qui viennent à Terra ne sont pas forcément des personnes qui veulent de nouveau retourner à la Terre. Mais c'est plutôt retrouver le sens de la production, en fait. Parce qu'on ne pourra pas transformer notre société si on n'a pas la capacité, en fait, à influer sur les 5 grands domaines qui constituent notre société. C'est-à-dire la production, la distribution, la monnaie, les revenus et la gouvernance. Et faire ça dans une grande ville, c'est très compliqué. Donc notre idée, c'est plutôt trouver un endroit dans lequel ces forces-là sont beaucoup plus proches de nous et dans lequel on peut commencer à tester. Et progressivement, ensuite, revenir et peut-être transmettre ce modèle aussi dans les villes. Parce que je pense qu'il faudra aussi s'occuper des villes. Notre question ? Bonjour. Bonjour. Moi, je m'appelle Loïs, moi je suis chef de secteur dans un magasin à Marseille. Déjà, je voulais vous remercier pour votre conférence, que j'ai trouvée très intéressante. Vous avez dit une phrase, ce n'est pas une question de ressources, mais de posture. Donc très concrètement, comme vous avez été également manager dans une entreprise, quelle posture vous me conseillerez d'adopter pour mettre en système, mettre en place ce dont vous... la métamorphose que vous avez opérée durant votre prise de conscience, en fait, concrètement, quelle posture managériale pourrait adopter pour pouvoir mettre en place toutes les idées et les clés dont vous avez parlé. Merci. Peut-être la première, en fait, c'est respirer par le ventre. Ça a l'air bête, mais j'ai fait aussi de l'accompagnement en gestion du stress. Et une des premières causes des mauvaises décisions, c'est le stress. Voilà. Par exemple, je reviens là d'une médiation que j'ai faite dans une boîte qui fait de l'énergie en Bretagne. On a passé 3 jours dans l'île de Groix avec les responsables et tout, et certains salariés. Et on a passé presque 2 jours et demi à dissocier l'important de l'urgent. Ça paraît bête, hein. Mais pour eux, ce qui était important, c'était ce qui était urgent. Alors que la valeur, elle ne se crée jamais dans l'urgence. Elle se détruit dans l'urgence. Lorsque vous passerez 80% de votre temps à faire des tâches importantes, non urgentes, je peux vous dire que votre entreprise sera la plus belle du monde. Parce que la valeur se crée dans la durée. Et elle se détruit dans l'urgence. Donc si aujourd'hui vous passez plus de temps à faire des tâches urgentes que des tâches importantes non urgentes, la première chose, vous vous arrêtez et vous dites, c'est quoi la valeur ? Voilà. On appelle ça la valeur ajoutée métier immédiate. C'est quoi, dans mon métier, la valeur que je peux créer maintenant ? Et qu'est-ce qui m'en empêche ? Voilà. Et une fois que vous avez ce qui vous en empêche, le problème, après il y a des outils de résolution de problèmes qui vont vous permettre,
avec du temps, avec toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans le problème. On appelle ça le score, c'est un outil de résolution de problème. De débroussailler ce problème pour trouver les symptômes, les causes, un objectif, des ressources et une écologie qui va faire ensuite que vous allez intégrer dans votre management, en fait, l'amélioration qui va faire que cette situation d'urgence ne se représente plus. Mais le plus important, c'est de vous libérer de ce qui est urgent. Si vous passez plus du temps dans des tâches urgentes, c'est qu'il y a un problème d'organisation dans votre entreprise. Et attention, là, il faut parler au sens des entreprises libérées. Parce que l'urgence, elle vient peut-être pas forcément de l'entreprise. Elle vient aussi de son écosystème. Et là, vous allez vous rendre compte que tout ce que j'ai dit, c'est pas du vent. C'est que si effectivement vous avez de gros remboursements de crédit, par exemple, avec des intérêts importants qui vous privent de votre valeur ajoutée, vous devez faire reporter ça sur votre marge, donc vous avez moins d'argent pour vous développer, donc vous mettez plus de pression sur vos facteurs de production pour produire de la valeur, pour rembourser, vous voyez. Donc on est toujours dans cette logique de dire attention, le problème c'est pas forcément tel salarié, c'est pas forcément tel secteur, c'est aussi l'écosystème dans lequel je baigne. Il faut que je m'interroge, c'est quoi mes fournisseurs, parce que la chaîne de valeur, de force de vie, elle est en amont vers les fournisseurs et elle est en aval, vers les clients. Mais les clients, ils vivent pas hors sol. Les clients, ils sont aussi dans un environnement. Et eux vont vous mettre la pression pour avoir les produits les moins chers, pour les avoir demain matin. Vous voyez ? Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. L'idée, c'est vous respirez par le ventre. Il y a des outils très bien, par exemple la pleine présence, par exemple, qui permet d'aider ça, qu'on fait aussi dans l'accompagnement. Donc, vous avez déjà la première étape, c'est surtout ne jamais décider quand vous êtes dans l'urgence. Il y a un sage qui a dit quand c'est urgent, surtout vous ne décidez pas dans l'urgence, et quand il y a urgence, encore plus, vous ne décidez pas dans l'urgence. Donc la première étape, c'est constater si oui ou non vous êtes trop souvent dans l'urgence. La deuxième, c'est créer des lieux dans lesquels vous allez pouvoir vous occuper de choses très lointaines, ou en tout cas pas immédiates, mais plus lointaines. Et ensuite, c'est faire participer toutes les parties prenantes de votre secteur à la résolution des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Voilà. Vous n'êtes pas celui qui résout les problèmes. Tant que vous serez celui qui résout les problèmes, vous serez dans l'ancien monde, ce qu'on appelle les structures orange. C'est-à-dire, il y a le chef, il sait tout, on va le voir, hop, il revient, on amène un problème, il revient avec une solution. Ben là, dans la logique d'amélioration continue, ce qu'on appelle Kaizen, en fait, la personne, elle apprend à venir avec une solution et son problème. Voilà. Et là, on décide si on n'affecte pas des ressources. Et vous verrez, ça va transformer votre management parce que vous verrez les personnes plus seulement comme des sources à problèmes, mais aussi comme des solutions potentielles. Mais c'est vrai que le plus important, je vous assure, c'est pas du vent, c'est vraiment apprendre à respirer par le ventre. Ça, alors là, et créer des lieux dans lesquels vous pouvez traiter des choses qui sont importantes, mais qui sont non urgentes. Merci Frédéric, merci à toutes et à tous pour votre écoute et attention. Et puis, place à la convivialité, j'imagine.